Bien, bonsoir à toutes et tous et bienvenue à la Maison des Anciens Étudiants pour cette troisième conférence digitalisée. Ce soir, un thème important et un thème qui nous concerne tous et qui est un enjeu majeur pour la société, c'est évidemment l'école, une rencontre qui est organisée conjointement entre l'Union des Anciens Étudiants et l'Association des professeurs issus de l'ULB et son président Anthony Spiegeler qui échangera pendant une heure avec Caroline Désir, ministre de l'Éducation, et ce qui nous permettra d'aborder un certain nombre de sujets liés à l'école et l'actualité du Covid du moment, forcément. Après cet échange avec nous deux, la parole sera à vous, le public, pour poser vos questions à notre ministre. Et ce moment d'échange durera approximativement une demi-heure après une heure d'échange entre nous ici. Bien entendu, cette conférence sera disponible sur notre site internet dans les prochains jours et vous pourrez la voir ou la revoir. Alors Caroline Désir, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, vous le savez, tout le monde le sait, ici, vous êtes ministre de l'Éducation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, diplômé en droit social de l'Université libre de Bruxelles, notre alma mater, mais en même temps avec une licence spéciale à la VUB, en droit social également. Alors, pendant vos études, tu as été, puisqu'on est entre anciens, tu as été active au sein du cercle de droit et baptisée. Et à la fin de tes études, tu as commencé le barreau en tant qu'avocate, pour ensuite te lancer dans la politique au début des années 2000. Donc, à ce moment-là, tu bifurques vers le monde politique en 2004 et je vais rapidement lister les mandats. Conseillère communale à la commune d'Ixelles, députée au Parlement bruxellois, députée de la communauté française, sénatrice de communauté de Belgique, échevine de l'instruction publique déjà à Ixelles, députée fédérale à la Chambre des représentants et maintenant ministre de l'Éducation. Alors en plus d'être une mère de famille, tu es en plus danseuse et tu nous dis souvent que tu es fan de danse et on y reviendra justement sur la question aussi de la place de la culture, j'imagine, dans l'enseignement et pour l'émancipation. Alors, évidemment, encore merci, puisqu'on sait que ton agenda doit être très, très chargé en ce moment. On se doute aussi, évidemment, et c'est quand même un préalable à ces échanges, c'est que la gestion d'une telle crise, c'est certainement pas ce que tu devais imaginer au moment où tu as été nommé ministre de l'Éducation. Je pense qu'il y avait d'autres chantiers auxquels tu aurais voulu t'atteler et qu'évidemment, cette crise a malheureusement tout chamboulé et a obligé à faire une gestion de crise en plus de développer des projets de pérennisation de l'école et on y viendra sur le pacte pour un enseignement d'excellence. Je vais laisser Anthony aborder la question d'actualité, la question d'actualité la plus brûlante en tout cas qui nous a occupé ces derniers jours, c'est la question évidemment de la vaccination des enseignants comme public de première ligne. Et donc, Anthony, c'est parti. Alors, voilà, moi je me permets également de remercier Caroline pour sa présence ce soir, parce que je pense que c'est aussi important de pouvoir avoir au sein de notre maison ce type d'échange et ce format nous permet aussi d'être direct sur certaines questions. Donc on a eu l'avantage de prévoir toute une série de questions et vraiment merci de jouer le jeu. Donc sur la question de la vaccination, on l'a su, au niveau de l'actualité, il y a de nombreuses questions. Alors il y a la question des rythmes scolaires, il y a la question du pacte, il y a la question de plein de choses qui sont un petit peu brûlantes actuellement. Il y a beaucoup d'ambition autour de toutes ces questions-là. Et donc c'est sûr qu'au niveau des enseignants actuellement, ce qu'on peut entendre, lire, il y a une interrogation par rapport au choix qui a été fait sur la priorité donnée. Et donc, on se demandait ici s'il y avait une justification qui pouvait être entendue. D'abord, merci de m'avoir invité. Ça n'a pas été facile à organiser dans les circonstances et tout ça. Donc, vraiment, merci. Je crois qu'on va passer un bon moment. Il y a beaucoup de sujets d'actualité, comme vous le disiez tous les deux. Je suis très contente d'être là. Alors, le sujet de la vaccination, effectivement, c'est compliqué. Il y a eu beaucoup de difficultés autour de la communication aussi sur les priorités de la vaccination. Donc, ça me permet peut-être un petit peu de faire le point. D'abord, peut-être rappeler que moi-même, mais aussi tout le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a toujours défendu que si le gouvernement fédéral devait fixer des priorités dans les métiers, dans les fonctions essentielles prioritaires en termes de vaccination, les enseignants devaient évidemment en faire partie parce que, on sait, les enseignants ont été en première ligne dans cette crise. On leur a demandé d'être là dans leur classe avec des élèves depuis septembre en continu. Donc, c'est évidemment normal, j'allais dire ne fût-ce que symboliquement, mais même au-delà, parce qu'ils sont en contact physique avec les élèves, qu'ils puissent être prioritaires. Maintenant, quelle est la vraie question qui se pose aujourd'hui ?
on doit d'abord, dans la stratégie de vaccination, vacciner les personnes les plus fragiles. Les personnes les plus fragiles, ce sont d'abord, on s'en souvient, les personnes en maison de retraite, le personnel soignant évidemment dans les hôpitaux, et puis ce sont les plus de 65 ans, et puis toutes les personnes fragiles parce qu'avec présentant des comorbidités, etc. Et donc tout cela, je pense que tout le monde est d'accord pour dire que c'est la priorité en matière de vaccination. Et donc simplement, à ce stade-ci, la task force vaccination n'a pas défini de catégorie professionnelle prioritaire au-delà des corps de métiers qui doivent intervenir, comme les policiers, etc., qui sont une petite partie seulement des policiers, qui doivent faire des interventions absolument. Pour le reste, il n'y a pas eu de définition de fonction essentielle à ce stade. Pourquoi ? Parce que simplement, il n'y a pas aujourd'hui de doses en suffisance qui sont disponibles pour établir une telle priorité. Simplement, il faut se rendre compte que les personnes de plus de 65 ans, c'est 2 millions de personnes. Les personnes avec comorbidité, etc., c'est entre 500 000 et 1 million de personnes. Et donc, aujourd'hui, avec ce qui est annoncé en termes de livraison, il n'y a pas simplement de quoi déjà assurer la vaccination à très court terme de toutes ces personnes-là. Et donc, simplement, je le répète, évidemment, on a toujours défendu que les enseignants devaient être parmi les fonctions dites essentielles si on définissait des fonctions essentielles. On n'est pas encore sûr même que ce sera le cas. Et même si ça devait être le cas, on remettra évidemment ça sur le métier. Et je dirais même qu'on mettrait sans doute une priorité sur, par exemple, les enseignants de l'enseignement spécialisé, qui eux ne peuvent vraiment pas éviter les contacts avec des élèves, qui parfois vraiment doivent leur donner même des soins, etc. Donc même au sein des enseignants, on pourrait encore établir des priorités si vraiment on devait. Mais voilà, c'est pour dire que c'est un débat qui est en fait beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît, et que bien sûr, on a envie tous de défendre les enseignants. Ils l'ont vraiment très très clairement mérité dans cette crise, mais simplement la situation aujourd'hui, la question ne se pose même pas en fait parce qu'il n'y a pas à ce jour assez de doses pour vacciner d'abord les plus fragiles. Est-ce qu'on envisage un horizon à moyen ou à court terme peut-être? En fait, donc moi, d'abord, je ne suis pas autour de la table, il faut être très clair, donc ça se discute en CIM Santé, etc. Mais il y a des relais, évidemment, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en fait, toutes les semaines, ils se réunissent pour redéfinir la stratégie de vaccination en fonction des arrivages. Vous voyez ça dans la presse, des différents vaccins, Pfizer, Moderna, maintenant AstraZeneca, avec en plus des indications qui changent tout le temps. Donc, c'est un travail vraiment au jour le jour et semaine après semaine. Et les différents ministres de la Santé sont vraiment à pied d'œuvre. Mais d'abord, la priorité, c'est de vacciner les plus fragiles parce que le but de la vaccination, c'est d'abord, évidemment, d'éviter la saturation de nos hôpitaux. Voilà. Alors, on imagine aussi que toutes ces décisions qui ont dû être prises ces derniers mois, en fait, finalement, aux différents niveaux de pouvoir, sont quand même des décisions qui sont difficiles à prendre. C'est des responsabilités importantes. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population qui n'aimeraient pas être à la place de nos décideurs. Quand on a de telles responsabilités, finalement, avec des implications qui sont énormes dans les choix qu'on pose, j'avais envie de poser une question un peu plus personnelle. Comment ton parcours à l'ULB et finalement la manière dont l'ULB transmet certaines valeurs, en quoi est-ce que ça t'aide ou comment est-ce que ça te fait travailler au quotidien sur ces questions-là? C'est une bonne question. Je m'attendais évidemment d'abord jamais à devenir ministre, ni certainement pas à devenir ministre dans de pareilles circonstances. Donc, je pense que certainement la formation aide là-dedans, la personnalité, enfin plein de choses. On ne sait pas très bien où on trouve les ressources quand on est face à ce genre de crise. Certainement, tu l'as dit, j'ai une formation de juriste. Ça demande une certaine rigueur, je pense simplement. On est confronté. Nous, par exemple, ici dans cette crise, avec mon équipe, on a dû vraiment produire des séries de textes, des circulaires. Les enseignants m'en veulent terriblement à cause de ça, d'ailleurs, parce qu'on a produit des dizaines et des dizaines de circulaires pour expliquer comment réagir dans cette crise, quel protocole appliquer, etc. Tous ces textes, vite comprendre quelle réglementation appliquer, écrire des arrêtés de pouvoir spéciaux, s'y retrouver dans les différents niveaux de pouvoir, dans les strates institutionnelles de notre pays. Enfin, forcément, pour tout ça, ma formation m'aide au quotidien. Maintenant, voilà, il n'y a pas de formation particulière pour être ministre, ni pour être politique d'ailleurs. Il y a heureusement des personnalités qui viennent d'horizons totalement différents. Voilà, moi je dirais, pour ma part, une certaine rigueur, une capacité à vite aller trouver l'information là où elle se trouve, etc. Ouais. Justement, la rigueur qui est liée
au flux d'activités et de décisions qui doivent être prises pour l'instant, on le sait, en fait, on a l'impression qu'il y a une actualité qui est vraiment imminente tout le temps, tout est brûlant, on doit toujours prendre des décisions en fonction de la fluctuation. Donc, ça demande une vision qui est sur un terme qui est assez court. On est déjà presque à l'heure d'un bilan. C'est bientôt malheureusement l'anniversaire du premier confinement. Donc, une question se pose par rapport à toutes les ambitions qui ont été lancées avant cette crise sanitaire. Que se passe-t-il sur le plan numérique, sur le plan social, sur le plan sociétal au sens large, mais vraiment sur la question de l'enseignement? Est-ce que justement, je pense, cette ambition qui était vraiment très très grande et qui était importante et qu'il fallait faire à ce moment-là, est-ce qu'on a déjà un premier recul là-dessus? Est-ce qu'on va avoir une vision qui serait peut-être moindre vu la crise sanitaire, ou justement on va maintenir ce faisceau-là? Je vous disais, effectivement, moi, quand je suis devenue ministre, j'avais déjà un cahier des charges un peu dense, en fait, parce que j'ai hérité du pacte pour un enseignement d'excellence qui était en gestation, qui est quand même une énorme réforme de notre système scolaire, qui se veut systémique, donc qui touche absolument à tout. Il y a 17 chantiers de front, donc c'était déjà quelque chose de pas évident, avec encore une adhésion à aller chercher sur le terrain qui n'était pas du tout gagnée, des équilibres parfois un peu instables. Donc au départ, c'était déjà pas facile. Et puis, effectivement, au bout de 6 mois, on était à peine installés avec les équipes que la crise nous est tombée dessus, et on a dû gérer au quotidien cette urgence liée à la crise sanitaire, avec des moments où finalement, on a l'impression que le seul but d'une ministre de l'Éducation, c'était d'arriver à pas fermer des écoles ou à les rouvrir, ce qui est quand même un peu dérisoire comme ambition. Voilà. Et du coup, petit à petit, je dirais en tout cas après la première vague, on a vraiment travaillé pour continuer à arriver à avancer dans les chantiers du pacte en parallèle avec la gestion de la crise. Parce que une législature, c'est 5 ans, c'est très très court évidemment. Et donc on a déjà ici 1 an et demi qui a été mangé par la crise. Donc il fallait absolument qu'on puisse avancer. D'autant plus que tous les constats qui ont présidé à l'élaboration du pacte, en fait, vont sans doute être encore renforcés par cette crise, puisque les constats à la base du pacte, c'est simplement que notre système scolaire est un des plus inégalitaires du monde, et qu'on voit très bien ici que malheureusement, malgré tous les efforts qu'on fait pour lutter contre ça, les inégalités vont sans doute être encore renforcées par cette crise sanitaire, par l'éloignement quand même, par l'hybridation, etc. Et donc c'est difficile parce que on a été freiné dans l'avancée de certains chantiers, et à la fois je suis plus que jamais persuadée que c'est ça qu'on doit faire pour réformer notre système scolaire, et que ça va prendre du temps, et qu'on va partir sans doute encore un peu plus bas que ce qu'on était. Donc c'est un peu paradoxal et c'est encore un peu plus difficile. Alors on a inévitablement perdu un peu de temps dans certains chantiers. On a dû reporter certains chantiers parce que, à un moment, je disais que l'adhésion était parfois un peu fragile sur le terrain. À un moment, quand des équipes, des directions passent leur temps à gérer des cas Covid, à faire du tracing, etc., ils n'étaient plus du tout mobilisés ni mobilisables autour des objectifs du pacte, autour de l'élaboration de plans de pilotage, n'arrivaient plus à rassembler leurs équipes éducatives pour réfléchir à ce qu'ils voulaient faire de leur école. Et donc, c'était impossible à un moment. Donc, j'ai dû accepter un peu la mort dans l'âme, mais parfois il faut quand même être raisonnable, de se dire voilà, reportons ce qui doit l'être, parfois prenons le temps, prenons une année. D'autres choses qu'on a dû reporter, par exemple, c'est les formations. Je prends un simple exemple. Vous savez que on travaille sur une redéfinition totale des apprentissages avec ce nouveau tronc commun qui va être un nouveau parcours d'apprentissage, tout ce qu'on veut faire depuis les maternelles jusqu'à 15 ans à l'école, dans l'école du 21e siècle. Donc on est en train de redéfinir tout ça. On avait terminé de redéfinir ce qu'on appelle le référentiel des compétences initiales, donc pour les maternelles. Pour la première fois, on a décrit année par année ce qu'on attendait, en fait, ce qu'on veut apprendre en maternelle. Donc, c'est quelque chose de très positif. On a commencé à former les enseignants. Donc, ça, c'est entré en vigueur. Mais on devait faire la même chose avec les premières et deuxièmes primaires l'année prochaine. Et ça, c'était pas possible. On n'a pas réussi à former les enseignants à temps. Et donc, on peut pas non plus gâcher un démarrage comme ça. C'est quelque chose de très, très important. On est parti pour des années de réforme. Et donc, on peut pas rater le démarrage non plus. On a besoin de l'adhésion des équipes là-dessus. On a besoin d'enthousiasme autour de tout ça. Et donc, ça, c'était pas possible, quoi. Idem pour les plans de pilotage. Donc, je vais expliquer un peu ce que c'est parce que vous êtes des initiés, mais donc l'autre axe vraiment du pacte pour un enseignement d'excellence, c'est la réforme de la gouvernance, du pilotage de nos écoles. Donc la Fédération Wallonie-Bruxelles a défini un certain nombre de grands objectifs qu'elle veut atteindre, par exemple en termes de réduction des inégalités, réduction du redoublement, amélioration du climat scolaire, enfin pour n'en citer que quelques-uns. Et chaque école doit en fait
aller elle-même définir en équipe des objectifs spécifiques qui s'inscrivent dans ces objectifs généraux définis par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, c'est un fameux branle-bas de combat. En fait, on a 2500 écoles qui sont en train de travailler à ça. Les écoles de ce qu'on a appelé la première vague, donc le premier paquet de 800 écoles avait quasiment fini le travail, donc avait conclu ce contrat d'objectifs avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais les écoles de la deuxième vague étaient en plein travail quand la crise leur est tombée dessus. Donc, on a laissé plus de temps, évidemment, pour qu'ils puissent boucler leur plan. Idem pour les écoles de la troisième vague, on leur laissera aussi plus de temps parce qu'il faut pouvoir amortir le choc. Mais voilà, le travail n'est pas arrêté, il a été un peu dilué dans le temps et on a déjà maintenant, par exemple, 2/3 des écoles, donc environ 1800 qui ont déjà contractualisé avec la fédération. Donc il y a des choses qui avancent, on a dû un peu revoir le tempo de certaines réformes. Et sur une projection, par exemple celle du numérique, on sait qu'il y avait énormément d'attentes sur le numérique. Alors, par exemple, sur le numérique, là, la crise est venue tout à fait tout chambouler parce qu'on avait une stratégie numérique, mais qui ne convenait pas en fait à la crise. On voulait par exemple avancer sur l'équipement des écoles, la connectivité des écoles, etc. Tout ça était prévu, mais sauf qu'on a dû tout d'un coup équiper les élèves et puis les écoles. On a dû mettre en place des stratégies d'hybridation, on a dû former des enseignants numériques. Donc là, je dirais que on a fait des bonds de géants, mais parce que tout le monde a dû mettre les mains dans le cambouis, à la fois les profs et les élèves, que tout le monde a dû se former sur le tas, on a dû engager à la va-vite des technopédagogues, des référents numériques, etc. Donc, s'il y a une chose peut-être un peu positive à tirer de cette crise, c'est ça. On a avancé beaucoup plus vite que ce qui était prévu. On a revu un peu la stratégie en cours de route. On a revu la manière d'équiper les familles, les écoles, etc. On a fait des bonds de géants. Si on regarde dans quelle situation on était au mois de mars dernier, quand tout d'un coup les écoles ont fermé, on a dû improviser tout ça, personne n'était prêt. Aujourd'hui, même si c'est extrêmement difficile, on y reviendra certainement si l'enseignement hybride ne remplacera jamais l'enseignement en classe, mais on arrive quand même à garder ce lien, bon gré mal gré, avec les écoles. Et voilà, tout n'est pas parfait, certainement cette année est terriblement chamboulée, mais on est un des pays où on a maintenu les écoles ouvertes depuis le mois de septembre et en fait il n'y en a pas beaucoup. Il y a la France, mais vous avez vu autour de nous l'Allemagne, les Pays-Bas ont dû fermer, l'Angleterre, l'Irlande, en Espagne à moitié. Donc on est un des rares pays qui a pu maintenir ce lien depuis septembre quasiment non-stop, quoi. Et on sait à quel point, et on le voit ici dans l'enseignement supérieur et universitaire, à quel point le lien et le fait de sociabiliser, de voir des gens est au moins important pour garder le moral, même au-delà de l'aspect pédagogique, simplement de pouvoir rester mobilisé, même si on connaît les limites que ça peut avoir. Il y a une autre, peut-être une autre effet d'opportunité de la crise, c'est la réforme du rythme scolaire finalement. Est-ce que c'est amené à se concrétiser plus rapidement que prévu ? Alors, c'est pas tout à fait lié à la crise parce qu'en fait, c'est un dossier qui est sur la table depuis 30 ans. Donc, on y travaille depuis longtemps. Hein, c'est depuis longtemps dans les cartons. D'ailleurs, ma prédécesseure, Marie-Martine Schintz, avait commandé une étude à la Fondation Roi-Baudouin pour vraiment aller déjà loin dans l'examen de la faisabilité de cette réforme. J'en ai hérité quand je suis arrivée. Donc, c'était vraiment déjà une bonne partie du travail qui était prémâché. Mais ici, c'est vrai qu'on a un peu, par la force des choses, tester au moins l'allongement des vacances de Toussaint, on va dire ça pour faire court. Un changement de rythme, en tout cas. Un changement de rythme forcé pour des raisons sanitaires, vraiment. Mais on a vu certains effets très bénéfiques, quoi. Au-delà du fait que ça a très, très fort diminué les contaminations, on n'a jamais eu aussi peu de taux d'absence chez les enseignants. On sait que cette période entre la Toussaint et Noël, et puis entre Noël et Carnaval, on a des pics d'absentéisme parce que les enseignants n'arrivent pas à récupérer, tombent malades, ils sont évidemment sujets à toutes les maladies de l'hiver, etc. Mais donc cette année, on n'a pas du tout vu ça. On n'a jamais eu autant de profs présents que pendant cette période. C'est un exemple que je donne, mais on sait depuis longtemps que les rythmes de l'année scolaire sont très mal balancés. On a des périodes beaucoup trop longues qui sont parfois jusqu'à 10 semaines de cours où les élèves et les enseignants sont à ramasser la petite cuillère au bout de ces périodes. On peut plus rien faire des élèves, etc. Et puis des périodes super courtes de 5 semaines. Et donc c'est très mal équilibré. Et donc le but de cette réforme qu'on a donc dans les cartons depuis 30 ans, c'est vraiment de mieux équilibrer ça sur toute l'année
avec comme date pivot les vacances de Noël et faire vraiment des périodes beaucoup plus structurées de 7 semaines de travail suivies de 2 semaines de congé. Donc, on rallongerait les vacances de Toussaint et de Carnaval d'1 semaine pour avoir des vraies périodes de repos qui permettent de recharger les batteries et de redémarrer mieux. On aurait des périodes plus équilibrées en termes de cours aussi, c'est pas mal. Et alors, on réduirait proportionnellement les vacances d'été qui, pour le coup, sont aussi très, très longues. Actuellement, 9 semaines, c'est très long. Alors, c'est chouette quand on peut beaucoup partir en vacances, etc. Pour plein de familles, c'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions de garde, de stage, etc. quand on a les moyens de le faire. Pour beaucoup de familles aussi, c'est juste rien, aucune stimulation, avec des enfants qui reviennent avec une vraie perte en matière d'apprentissage qu'on constate en septembre chaque année. Et donc là aussi, on se dit que c'est pas le rythme idéal. 9 semaines, c'est très très long, quoi. Voilà. Et donc c'est vrai que la question s'est reposée. Est-ce qu'on accélère vraiment la réforme? Est-ce qu'on fait à l'arraché 2 semaines à Carnaval? Ici, bon, il y avait plein d'autres raisons qui ont fait qu'on n'a pas voulu changer la semaine de Carnaval. On est déjà suffisamment en difficulté sur le plan pédagogique, etc. Donc, si c'était pas nécessaire, j'ai décidé de pas le faire. En revanche, c'est vrai que ça a remis aussi le dossier sur la table. J'ai constaté, parce que j'ai déjà fait énormément de consultations sur le sujet avec un peu tous les secteurs, l'extrascolaire, la jeunesse, les sports, les scouts, bientôt le tourisme, les transports en commun. Enfin, il y a beaucoup de... L'opinion publique est plus prête à un changement. L'opinion publique est plus prête et les acteurs, on va dire, concernés de près ou de loin, les temps sont mûrs, quoi. On le sent vraiment. Ces acteurs de l'enseignement, il y a une belle unanimité chez les syndicats, chez les fédérations de pouvoirs organisateurs. Voilà, on sent qu'il y a ici vraiment une opportunité d'avancer là-dessus. Qu'est-ce qui peut justifier en fait ces freins qu'il y a eu pendant pas mal d'années? Parce qu'il semblerait que ce soit vraiment une bonne idée. Je pense que c'est un vrai changement sociétal. On voit ici, dès que le débat est relancé, ça crée un peu de polémique, mais parce que ça touche beaucoup de monde, quoi. Dès qu'on touche à l'organisation des familles, en fait, ça touche à beaucoup de monde. Après, on a vu cette année aussi que on pouvait s'adapter à plein de choses. Sans doute que ce sera aussi un des enseignements de la crise, y compris par exemple l'offre extrascolaire, le monde de la jeunesse peut s'adapter. Ce qui est important pour nous, c'est de respecter l'ensemble des secteurs et donc d'annoncer les intentions suffisamment à l'avance. C'est pour ça que maintenant j'ai annoncé que ce serait le cas, pas à la rentrée de septembre 2021, c'est trop court, mais à la rentrée de septembre 2022. Comme ça, on a encore le temps. Il y a des questions. Vous savez, j'ai été interpellée très souvent, par exemple, parce que ça va bouleverser les systèmes de garde quand des parents sont séparés, qui sont en garde alternée. Mais les jugements prévoient à long terme les systèmes de garde. Donc, par exemple, ça va demander de réviser des jugements. Eh bien, on a pris, par exemple, contact avec avocat.be pour essayer d'envisager comment faire ça sereinement et adapter ça. On a un an et demi, quoi. Donc on va pouvoir régler tout ça, je pense. Mais du coup, on a effectivement des changements d'habitude forcés qui font qu'on est peut-être plus ouvert à une nouvelle façon de voir la société. Donc ça nous offre des leçons et ça nous offre des opportunités. Moi, je me pose la question par rapport à la situation actuelle. On se doute bien que la situation Covid a engendré des frais supplémentaires pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, dont on sait que la situation financière n'est pas exceptionnelle. Dans quelle mesure est-ce que la question vraiment purement financière va vraiment impacter la mise en œuvre du pacte? Parce que le rythme scolaire, a priori, c'est pas une réforme qui coûte, mais il y a quand même un certain nombre de réformes, et on parlait d'augmenter le taux d'encadrement, d'avoir plus d'accompagnement. Il y a eu l'augmentation de l'inclusivité de l'école pour accueillir plus d'élèves. Tout ça, ça a un coût. Est-ce que c'est finalement réaliste ou pas? Alors oui, parce que depuis le départ, au niveau de l'accord de gouvernement, on avait décidé d'immuniser la trajectoire budgétaire du pacte. Ça veut dire que au sein de notre budget, on a prévu vraiment d'investir dans cette réforme parce qu'on pense qu'il faut investir dans l'enseignement. On peut pas faire une réforme comme ça sans y mettre des moyens. Voilà. Donc par exemple, pour cette année 2021, on a 287 millions qui sont injectés dans le pacte, mais c'est aussi évidemment un budget qui est très très fort monitoré, donc on a une trajectoire budgétaire qui est prévue pour l'ensemble de la législature, avec aussi parfois des économies à faire dans certains chantiers, dans certains domaines. Donc, mais non, il y a de l'argent qui est investi et qui est immunisé. Est-ce que la crise a un impact sur la Fédération Wallonie-Bruxelles? Oui, comme sur l'ensemble des entités en réalité.
paradoxalement, la Fédération Wallonie-Bruxelles, quelque part, est la moins impactée puisqu'elle n'a pas de recettes propres. Donc, on a des dotations, d'autres niveaux de pouvoir, etc. Donc, c'est sûr que toutes les entités du pays vont aller pas bien. On va devoir s'endetter, certainement. Mais le plan de relance ne suffira pas. Mais... Oui, et paradoxalement, c'est pas pour la Fédération Wallonie-Bruxelles que c'est le plus compliqué parce qu'on est souvent mieux noté que les autres entités puisque nous dépendons justement des recettes des autres entités. Donc, quelque part, on a un financement sécurisé. Mais on ne peut pas taxer, enfin, on ne peut pas inventer une nouvelle taxe pour avoir de nouvelles recettes. Ça, c'est certain. Mais donc, par rapport au pacte, il y a des engagements budgétaires qui ont été pris et qui seront tenus parce qu'on ne peut pas amorcer une réforme de cette envergure qui va durer quand même encore sur 10 ans sans y mettre une série de moyens. Ça, c'est impossible. Et toutes ces ambitions liées au pacte et sur ces questions financières qui viennent d'être abordées sont aussi liées à la valorisation du métier d'enseignant. Est-ce que, par rapport à cette question-là, on le sait que c'est un métier qui fait peut-être moins rêver que par le passé, est-ce qu'il y a une ambition politique pour essayer d'attirer un petit peu plus de candidats ? Oui, bien sûr, il y a tout un chantier du pacte qui est consacré au métier d'enseignant, mais ça touche évidemment à toutes les facettes du métier. Ça touche à l'entrée dans le métier, comment est-ce qu'on stabilise mieux et plus vite les jeunes profs, comment est-ce qu'on les accompagne dans l'entrée dans le métier. Vous savez qu'un des gros chantiers qui est sur la table, mais qui est dans le portefeuille de ma collègue Valérie Glatini, c'est la réforme de la formation initiale. On ne peut pas envisager de revoir tout à fait l'école, tout le parcours d'apprentissage, ce qu'on va enseigner aux élèves chaque année, qui est très ambitieux comme contenu. Le tronc commun va être complètement réformé. On a plus de domaines d'apprentissage. On va inclure plus d'éducation culturelle et artistique, plus d'initiation aux technologies, aux techniques, aux sciences, au numérique. Enfin, c'est très ambitieux comme programme. Et donc, on ne peut pas imaginer que parallèlement, on ne revoit pas fondamentalement la formation initiale des enseignants, mais aussi, et ça pour le coup c'est dans mes compétences, la formation continue, parce que il y a tous ces profs qui sont là aujourd'hui aussi, qui vont devoir s'adapter à tout ça. Et donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est très important qu'on ne loupe pas ce moment où on va former tous nos enseignants au tronc commun. C'est aussi une façon de les intégrer dans une dynamique qu'on veut positive, enthousiasmante, qui redonne du sens au métier, parce que vous me demandiez tout à l'heure qu'est-ce que cette crise finalement, qu'est-ce qu'on va retenir aussi de positif de cette crise. Moi, je pense que les enseignants, en tout cas tous ceux avec qui j'ai discuté depuis le début de cette crise, s'interrogent beaucoup sur le sens de leur métier autour de tout ça, parce qu'ils se sont retrouvés parfois à devoir remotiver des élèves dans des circonstances très très difficiles, en n'ayant pas à disposition tous les outils qu'ils ont d'habitude, en pouvant peut-être moins les évaluer. Enfin, voilà, chacun a dû un peu se réinventer aussi dans ce cadre-là, et donc je crois que c'est un moment qui en soi peut aussi être intéressant et questionnant pour les enseignants. J'ai rarement vu autant de cartes blanches sur le sens du métier, etc. Les élèves aussi se questionnent beaucoup sur le sens de l'école dans un moment comme ça. Donc je pense que c'est intéressant. Donc ce pacte, cette grande réforme du système scolaire n'arrive pas à un moment inintéressant après cette crise. Ça va mettre encore beaucoup de temps, on le sait, de réparer aussi tous les dégâts sur le plan pédagogique qui vont être causés par cette crise. Il faudra y consacrer aussi du temps et des moyens. Je m'y emploie vraiment. Mais donc il y a, je te le disais, tout un chantier vraiment sur la revalorisation du métier. L'enseignement, ça passe par la réforme de la formation initiale, la réforme de la formation continue. C'est un gros morceau aussi. On va passer d'un budget annuel d'environ 10 millions d'euros à 33 millions d'euros. Donc on va mettre vraiment les moyens là-dedans pour que la formation corresponde mieux aux besoins tant individuel que collectif des enseignants, et puis évidemment à toute cette ambition du pacte. Ça m'amène une question, puisque tu disais que l'enjeu, en fait, un des enjeux du pacte, mais c'est quand même un enjeu fondamental, c'est l'adhésion des enseignants, mais de manière plus large, en fait, c'est l'adhésion de tous les acteurs du monde scolaire. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu en termes j'allais dire de bilan qu'on va pouvoir faire de la crise quand il y aura un retour à la plus ou moins normale, si on peut utiliser ce terme-là? Est-ce qu'il y a des consultations qui sont prévues auprès du monde enseignant, des élèves, évidemment, qui sont les premiers concernés, et des parents, pour arriver d'une certaine façon à dire voilà le bilan que nous on tire sur le terrain pour arriver, si tant est qu'il faille guider la trajectoire du pacte, mais en tout cas l'orienter en termes participatifs et donc d'augmenter l'adhésion? Je pense que ça va être nécessaire. Vous savez, j'ai beaucoup endossé en fait le pacte parce que je trouvais que c'est pas parce qu'on a changé de partenaire au niveau du gouvernement qu'on devait
tout recommencer à zéro. Je pense que ce serait un extrêmement mauvais message vis-à-vis de tous les acteurs qui sont engagés dans les débuts de cette réforme. Et des moyens qui avaient déjà été engagés dedans. Et puis, c'est une réforme qui s'envisage sur 15 ans. Donc, si chaque fois qu'il y a un autre ministre, on change en cours de route, ça ne va pas. Donc, ça, je pense que c'était nécessaire d'avoir cette continuité politique. Mais par contre, je trouve, si je peux émettre une critique, ce serait celle-là. Je pense qu'on n'a pas assez communiqué sur le pacte. Parce que tu disais, il faut une adhésion des enseignants, mais aussi des parents, des élèves. C'est vrai, il faut une adhésion de toute la société sur un changement pareil. C'est-à-dire un changement porté par la société dans son ensemble. Et ça, je pense qu'on a loupé le coche. Je crois que si on interroge dans un micro-trottoir les gens dans la rue pour dire qu'est-ce que c'est le pacte, personne ne sait répondre. Et ça, c'est dommage parce que il y a vraiment une ambition qui est forte derrière. C'est quand même pas rien de répondre à la question, finalement, quel rôle on veut que joue l'école au XXIe siècle? Qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre à des enfants qui sont des futurs citoyens? Quel doit être leur bagage à 15 ans? C'est une vraie question de société. Et donc, je crois que non seulement c'était nécessaire de revoir complètement la communication autour du pacte, avec notamment des outils participatifs, mais je pense que c'est encore plus nécessaire au sortir de cette crise. Le problème, c'est qu'on est un tout petit peu le nez dans le guidon tout le temps. Et donc, on a prévu une campagne de communication effectivement, et je voudrais effectivement qu'elle soit un maximum participative pour qu'on puisse tirer des leçons de cette crise à tous les niveaux, que ce soit au niveau des élèves ou des enseignants. Mais je peux pas encore vous expliquer exactement comment on va faire, mais à la rentrée de septembre, c'est nécessaire. Est-ce qu'il n'y a pas finalement une responsabilité du monde politique en général sur le fait que lors des campagnes électorales, finalement, le moment où on pourrait discuter dans l'espace démocratique et dans l'enceinte démocratique de ces enjeux-là, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans le fait que l'école passe souvent comme un sujet secondaire, on se concentre en général sur l'économie, l'emploi, et que certains, évidemment, dans les partis politiques font de l'enseignement leur combat, mais que la visibilité finalement politique, et parce que la question de l'avenir de l'école, c'est une question politique avec un grand P, est-ce que là, finalement, le débat n'est pas manqué dans la sphère publique de manière générale? Ouais, je suis mal placée pour répondre à ça parce qu'en fait, moi, je vais au Parlement toutes les 2 semaines. On parle énormément d'enseignement en commission éducation et aussi en séance plénière. C'est vraiment un des sujets, certainement avec la crise, qui a mobilisé l'attention très, très fort. Et c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'enseignement autour de cette crise aussi. Donc, moi, forcément, j'ai l'impression qu'on en parle beaucoup. Maintenant, est-ce qu'il y a suffisamment de débats autour d'une réforme pareille? C'est très difficile parce qu'on a l'impression d'énormément concerter. Je le dis tout le temps sur toutes les réformes. Moi, je passe énormément de temps à la concertation. Elle est très structurée au niveau du pacte. Dans tous les chantiers du pacte, tous les projets, tous les décrets, tous les textes sont concertés avec les représentants des fédérations de pouvoirs organisateurs, avec les représentants syndicaux et les représentants des associations de parents. Évidemment, ce sont des corps intermédiaires, ce sont des représentants. Et donc, ce que j'entends très régulièrement, j'essaie de répondre toujours à ça, c'est des enseignants qui disent « oui, mais moi, on m'a jamais demandé mon avis, etc. » Et c'est vrai, on ne peut pas débattre de projets pareils avec 100 000 enseignants. C'est difficile, évidemment. Et puis, qui est représentatif de quoi? C'est toujours compliqué. Et c'est pour ça qu'on doit fonctionner avec des corps intermédiaires, mais eux-mêmes doivent évidemment porter la parole de ceux qu'ils représentent. Voilà, c'est un débat sans fin. Mais pour moi, la concertation est très importante. Alors aujourd'hui, on a beaucoup de moyens de concerter peut-être plus largement. On a des moyens technologiques qui pourraient nous permettre de faire de la participation au moins sur certains points, certains dossiers plus précis, je pense, de manière plus optimale. Voilà, c'est un vaste débat, mais de manière générale, la participation citoyenne, la participation directe à l'élaboration de textes et tout ça, c'est un vrai sujet. On voit que dans toutes les assemblées, c'est en débat. Donc ça me permet d'enchaîner sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur. On parle de participation citoyenne, de démocratie et de consultation. Est-ce que on sait que c'est un grand chantier, on sait que l'école a un rôle central finalement. D'ailleurs, tu es ministre de l'Éducation. Finalement, ouais. L'école, ça ne se résume pas à l'enseignement, mais il y a vraiment un rôle d'éducation. On sait qu'un des grands outils qui a été imaginé sous la précédente législature, c'est le cours de philosophie et citoyenneté qui est amené à on ne sait pas encore, mais en tout cas c'est en discussion de savoir si on va l'étendre à 2 heures dans l'enseignement officiel ou de l'étendre au réseau libre aussi. Est-ce que tu en sais un peu plus? Je sais qu'il y a un groupe de travail parlementaire qui est en cours pour le moment.
Oui, donc ça pour le coup c'est un sujet que je suis depuis que je suis parlementaire et j'avais été à l'initiative des premiers textes sur le cours de philosophie et citoyenneté, donc je suis contente de voir que le sujet est toujours sur la table et qu'il évolue toujours. Je dirais que la législature passée a eu le mérite de nous permettre de créer le cours, de créer les référentiels de ce cours qui sont en fait assez magnifiques. Hein, qui va me contredire, ouais. Ils sont très ambitieux, c'est vraiment un très très beau cours qui est un petit peu aussi conçu différemment des autres parce qu'il est basé sur la réflexion philosophique, sur la démarche philosophique et donc et qui doit amener à des réflexions sur la citoyenneté. Donc c'est vraiment c'est un cours pas comme les autres vraiment. Il a beaucoup d'ambition, il porte beaucoup d'ambition. Donc on a pu le créer, on a pu approuver ses référentiels, on a pu former des enseignants. Donc il a été mis sur pied dans un système qui était un peu un compromis à la belge, hein, très clairement. Donc on l'a institué. Dans les écoles, certains optent pour l'heure de cours de philosophie et citoyenneté, plus une heure de dispense, qui est un cours aussi de PC, mais qui ne forme pas forcément 2 heures. Donc on voit un peu les limites en termes d'organisation. On sait que la charge pour les enseignants est assez éclatée sur plein d'implantations. Donc ça pose une série de problèmes pratiques. Et donc je pense que simplement aujourd'hui, l'heure est vraiment au premier bilan. Ça fait maintenant suffisamment de temps que le cours est en place pour qu'on puisse en tirer des conclusions. Et c'est ce qui va se passer puisque le Parlement a mis sur pied un groupe de travail pour voir, pour répondre à toutes ces questions, voir si l'élargissement à 2 heures est possible, souhaitable et dans quelles circonstances. On sait par ailleurs que le cours n'est pas institué dans l'ensemble des réseaux de notre système scolaire. Certains ont préféré dispenser, on va dire, l'éducation à la philosophie et citoyenneté au travers de différents cours. Est-ce que c'est tenable à terme? Donc toutes ces questions-là vont faire l'objet d'un débat parlementaire et je pense que c'est un bon lieu en fait pour initier ce débat. Ça avait commencé au Parlement et je crois que c'est important aujourd'hui d'auditionner des enseignants, des représentants des cours philosophiques là-dessus. On a souvent opposé justement ce cours de philosophie citoyenneté au cours de morale et de religion, puisque l'heure de philosophie citoyenneté a été prise finalement sur le quota des heures de religion et de morale. Est-ce que finalement on ne s'est pas enfermé dans cette idée que c'était philosophie citoyenneté ou morale et religion? Est-ce que finalement cette question de la philosophie et citoyenneté ne pourrait pas aussi être étendue sur d'autres plages horaires, puisque ça porte une ambition? Est-ce que finalement 50 minutes par semaine pour des élèves, est-ce que c'est vraiment réaliste de former à quelque chose de complexe, hein? On parle de démarche philosophique et la citoyenneté. Si aujourd'hui on doit demander aux citoyens lambda comment fonctionnent les institutions démocratiques de notre pays, on se rend compte qu'il y a du travail. Est-ce que finalement, c'est pas quelque chose qui devrait vraiment s'élargir et peut-être même devenir un moteur principal de l'enseignement? Oui, tout à fait. Moi, je trouve effectivement que ce cours a une belle ambition parce que si on parle de former des citoyens, on réfléchit à ce qu'on veut comme bagage pour des élèves de 15 ans au XXIe siècle. Ce cours a évidemment tout son sens, quoi. Et c'est vrai qu'on l'a fait entrer peut-être par la voie des cours philosophiques, alors que ça aurait pu être, on va dire, par la voie de n'importe quel autre cours ou à la place de n'importe quel autre cours. Ici, je vais pas me faire des amis si je dis ça, mais la difficulté d'une grille horaire, c'est qu'elle n'est pas extensible à l'infini, c'est que ça a évidemment un coût budgétaire si on l'allonge, ce sont des périodes de professeurs en plus, etc. Et donc voilà, c'est tout cet enjeu-là aujourd'hui qui doit être examiné par le groupe de travail au Parlement. C'est vraiment de voir quel est l'avenir de ce cours de philosophie et citoyenneté. C'est une question concernant les adolescents, les jeunes au sens large. On sait que le temps était un petit peu difficile pour eux. On peut aussi profiter d'un moment, je pense, qui est assez inédit. Il n'y a jamais eu autant d'enfants qui voulaient retourner à l'école, en tout cas pour ceux qui sont en période d'hybridation. Donc, comment peut-être profiter de cette occasion et envoyer un message à ces jeunes concernant l'école? C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Moi, j'ai des élèves qui m'écrivent pour me suppliant de les renvoyer à l'école à 100%. Donc, au-delà du fait que c'est vrai que c'est presque comique de voir des élèves qui ont envie d'aller à l'école, c'est quand même révélateur d'une vraie souffrance, quoi. Et donc, à laquelle je suis très, très sensible pour le moment parce que je suis aussi alertée par les psychologues des CPMS qui me disent la situation pour certains élèves devient vraiment critique. On n'a jamais vu des cas comme ça dans les entretiens individuels. Avec parfois des cas plus aigus de problèmes de santé mentale. Donc, on est vraiment ici, je pense, aux limites de ce qu'on peut supporter dans le système de l'hybridation.
Alors, moi je dis toujours, c'était pas mon souhait. Pour moi, c'est la moins pire des solutions parce que ça permet quand même encore de réalimenter la relation pédagogique. Le fait qu'on puisse encore être à 50% du temps à l'école. Je vois que on avait laissé un peu de souplesse en termes de modalités d'organisation dans les écoles parce que la réalité d'une école n'est pas celle de l'autre. Certains qui avaient par exemple prévu des modalités de une semaine sont revenus dessus, font maintenant un suivi plus rapproché en un système d'un jour qui a l'air de beaucoup mieux convenir aussi aux élèves parce que le rythme est plus soutenu en fait. On voit que c'est difficile pour les élèves, mais on voit aussi que c'est difficile pour les enseignants. Les syndicats me le rapportent, mais les enseignants eux-mêmes aussi m'écrivent pour me dire nous, on ne peut plus exercer notre métier, c'est pas pour ça qu'on a signé. Et donc, voilà, je crois qu'on est ici vraiment aux limites. L'hybridation, c'était la mise en place du code rouge à la Toussaint, un moment où on était dans des taux de contamination qui rendaient vraiment impossible la poursuite d'un enseignement à présentiel à 100%. Aujourd'hui, voilà, on voit qu'on est stabilisé sur un plateau qui ne nous permet pas encore vraiment de donner perspective de déconfinement, mais il est temps de dessiner le chemin parce que je crois que tout le monde en a besoin et que je dirais que les difficultés pédagogiques m'inquiètent parce qu'elles sont réelles, mais les difficultés en termes de bien-être m'inquiètent encore davantage. Réflexion très naïve peut-être. On parlait de culture tout à l'heure. On sait que c'est un secteur qui est partiellement ouvert. Hein. Les musées sont ouverts. Les théâtres espèrent pouvoir rouvrir leurs portes. Est-ce qu'il n'y aurait pas là aussi une forme de possibilité qui serait de dire on peut aussi amener les élèves plus vers la culture que ce qu'on faisait avant, plus dans les musées, et que ce soit un apprentissage peut-être qui soit différent de l'apprentissage classique, sachant que de manière fondamentale, on sait bien qu'on va devoir faire une croix sur les exigences qui étaient les exigences pédagogiques précédentes en termes d'évaluation. Est-ce qu'on ne devrait pas finalement se dire, tiens, changeons de paradigme complètement et envoyons les élèves dans les musées ? Alors, il y a beaucoup de choses dans ta question. De manière générale, dans le cadre du pacte et du tronc commun, on a aussi une ambition très forte. On a vraiment créé l'idée d'un parcours d'éducation culturelle et artistique qui va prendre toute sa place dans les matières importantes, dans les apprentissages importants. Donc ça, c'est très positif parce que c'est tant dans la pratique artistique que vraiment dans l'ouverture à la culture sous toutes ses formes. Ça, je pense que c'est vraiment un des points très, très positifs de ce tronc commun. Maintenant, la grosse difficulté, c'est que maintenant, on est contraint aussi par les limites des mesures sanitaires. Donc, on a toujours essayé de garder un lien, une ouverture, notamment pour que des artistes puissent venir dans les écoles. C'est encore le cas maintenant. Ils peuvent venir si on peut les inclure dans le projet pédagogique. Ça, ils font partie des tiers qui peuvent encore venir prester dans les écoles. Ça, c'était quand même quelque chose de très positif. Pour l'instant, on est toujours limité au niveau des activités extramuros qui sont suspendues. Pas tellement parce que c'est plus dangereux pour aller dans un musée que dans une classe, mais parce que ça nécessite évidemment des transports, des mélanges de groupes et tout ça. Et donc, toutes ces interactions sont limitées pour l'instant au maximum, mais ça fait partie des choses qu'on voudrait remettre sur la table le plus vite possible parce que, comme tu le dis très bien, c'est aussi une manière de redonner du sens, de recréer du lien social, de peut-être réallumer nos élèves d'une autre manière que simplement en donnant un cours ex-cathedra. Je pense que ça va être des choses qui sont très, très importantes dans les prochaines semaines. Par rapport aux apprentissages, je vous disais, moi, je ne vais pas évidemment comme ministre de l'Éducation dire que ce n'est pas important de rattraper les retards d'apprentissage. Évidemment qu'on doit amener quand même nos élèves un certain bagage. Certains vont poursuivre après dans l'enseignement supérieur ou dans d'autres apprentissages dans leur vie. Donc, on doit s'assurer que malgré tout ce qui s'est passé, ils aient un certain niveau. Et c'est pour ça, vous l'avez peut-être suivi, qu'on a, avec l'administration, depuis le mois de septembre, défini ce qu'on a appelé les essentiels. Donc, matière par matière,
année par année, on a défini vraiment ce qui devait être incontournable en termes d'apprentissage parce que nécessaire pour la suite, en fait. J'ai parfois été mal comprise quand j'ai expliqué ça, parce que c'est pas qu'il y a des matières essentielles et des matières pas essentielles. Toutes les matières sont essentielles, mais au sein de chaque matière, on peut se dire, cette année, on est dans une année complètement exceptionnelle, qui n'est pas une année comme les autres. Et donc, ça ne sert à rien de faire comme si de rien n'était, quoi. C'est impossible. Ça met une pression excessive sur les enseignants qui courent derrière les programmes, qui donc répercute une pression excessive sur les élèves. Et donc, il faut, cette année, redégager un peu de temps pour ça, pour faire d'autres choses, pour s'assurer que les élèves vont bien. Il n'y a aucun élève qui arrivera à apprendre s'il ne va pas bien, quoi. Donc, on est là-dedans en priorité, je pense. Et justement, par rapport à cette année-ci, donc 2021, on est au mois de février, on sait que l'année a été difficile. Alors, plus à partir de la 3e secondaire, vu qu'il y a eu l'hybridation. Ouais. Mais avant ça, il y a le CEB en 6e, il y a le C1D en 2e. Est-ce que, par rapport à l'évaluation externe, on sait déjà un petit peu plus aujourd'hui? Est-ce qu'on sait si c'est maintenu? Mais donc, notre objectif, c'est de les maintenir. D'abord parce que, effectivement, pour le CEB et le C1D, ce sont des années qui n'ont pas été visées par l'hybridation. Donc, ils ont pu aller à l'école. Je sais que parfois, c'était un peu chaotique, notamment au moment où il y avait le plus de contamination des écoles, qu'il y a eu un peu d'absentéisme, ça. Mais globalement, ils ont pu avoir une année un peu plus normale que les autres. Pourquoi est-ce qu'on veut les maintenir? Parce que c'est important en termes de pilotage de notre système scolaire. C'est important aussi pour mesurer, par exemple, quels vont être les retards à l'échelle du système, etc. Donc, c'est important d'avoir cet outil comme outil d'évaluation. C'est pas pour autant que ça doit être un outil, évidemment, pour saquer les élèves. Je rappelle que les conseils de classe resteront toujours souverains pour délivrer un CEB ou un CE1D. Donc, s'il y a eu un couac parce qu'il y a une partie de la matière qui n'a pas été vue, ils pourront adapter les choses. Donc, ça va être une année où, de nouveau, on va faire quand même appel à la bienveillance des équipes. Ce sont eux qui ont suivi les élèves, ce sont les professeurs qui seront les mieux à même d'évaluer si un élève peut passer à la classe supérieure ou pas, et on ne va pas se substituer à ça. Mais petite chose que je veux rajouter par rapport à ça, les essentiels dont je parlais à l'instant, ils ont été définis sur base du niveau des évaluations externes. Donc, si les professeurs s'en tiennent strictement à ça, il n'y aura pas de problème pour les évaluations. Maintenant, on va se poser aussi la question, et on est en train de discuter de ça avec les acteurs maintenant, dans les prochains jours, des évaluations internes. Comment est-ce qu'on va faire pour évaluer cette année? Ça va être un peu particulier. Est-ce qu'il faut évaluer à tout prix ou pas? C'est pas forcément négatif, des évaluations. Hein. Ça peut faire aussi partie des apprentissages. Oui. Et ça peut être aussi important à l'échelle d'une scolarité. Mais donc, ce qui est important pour nous, c'est surtout qu'à un moment donné, les professeurs fassent bien un récapitulatif de ce qui a été vu comme matière, ce qui n'a pas été vu, sur quoi porteront les évaluations, et qu'il y ait de la transparence par rapport à ça, vis-à-vis des élèves, vis-à-vis des familles, vis-à-vis des parents. Je crois que voilà, il faudra à un moment, en tout cas, qu'avec les acteurs, avec les fédérations de foires organisateurs, on soit très clair là-dessus, parce que, de nouveau, c'est déjà malheureusement ce que je disais il y a un an, mais je veux pas que les élèves soient finalement déforcés par cette année qui a été difficile pour tout le monde, quoi. Il ne faut pas qu'en plus ils en payent le prix en fin d'année. Effectivement, ici, ils en sont les premières victimes, mais cette fois-ci, c'est quasiment sur une année scolaire complète. Je peux rajouter une chose, parce que j'oublie de dire quelque chose qui était important. Au début de cette année, on avait dégagé un budget de 17 millions d'euros pour financer des périodes de remédiation, pour faire bref, d'accompagnement personnalisé. Ça a été utile, mais c'est pas suffisant, évidemment. Et donc, on vient de redégager 19 millions d'euros supplémentaires pour venir vraiment en soutien à la fois des équipes éducatives, mais aussi des centres PMS, parce qu'il y a des besoins vraiment criants. Donc, on va venir renforcer les équipes là avec 19 millions d'euros supplémentaires. Et en plus, j'ai mis le pied dans la porte dans le cadre du plan de relance européen, parce que je suis persuadée que ça n'est pas au bout de cette année scolaire que, comme par enchantement, il y aura plus d'effets sur le plan pédagogique suite à cette crise. Je suis sûre que ça va encore durer l'année prochaine et l'année d'après. Et donc, j'ai obtenu 35 millions d'euros pour mettre en œuvre encore de l'accompagnement personnalisé en 21 et en 22, parce que je crois que l'accompagnement, il va devoir se poursuivre. Donc, priorité maintenant dans les prochains mois au bien-être des élèves et vraiment essayer de les raccrocher parce qu'il y a beaucoup de décrochage scolaire aussi. Mais dans les futures années, on va devoir encore réparer les dégâts sur le plan pédagogique. Donc, ce qui est peut-être rassurant, c'est donc qu'on va rassurer les élèves. Il faudra sans doute aussi le faire pour les enseignants, ou en tout cas, on parlait de la flamme qui est peut-être un peu éteinte chez les élèves, et on sait que chez beaucoup d'enseignants, c'est compliqué. Alors évidemment,
le fait d'avoir des accompagnements et un suivi plus important est sans doute quelque chose qui est de nature à se sentir conforté, parce qu'il y a des alliés qui viennent en plus. Je sais que c'est pas ta compétence et que c'est celle de Valérie Glatini. Est-ce que cet accompagnement-là va se faire aussi pour le supérieur, puisqu'on sait que nos élèves qui sont en sixième feront peut-être des études supérieures. Est-ce que là aussi on va les accompagner? Oui, tout à fait. Donc, au niveau du gouvernement, on a mobilisé des moyens dans le cadre d'un fonds d'urgence pour aider en fait tous les secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ma collègue Valérie Glatini est venue avec des demandes également pour l'enseignement supérieur en termes d'aide à la réussite, de soutien pour les subsides sociaux, etc. Donc, il y a effectivement là aussi toute une série de besoins qu'on doit absolument rencontrer et accompagner dans le temps, parce que moi, je crois que ça va encore, l'onde de choc va encore un petit peu durer, quoi. Ça, c'est certain. Et par rapport aux enseignants, tu as complètement raison. Moi, je crois qu'on doit aussi envoyer des messages bienveillants aux enseignants, parce que personne n'est armé face à cette crise pour savoir comme ça ce qu'il faut faire. Donc tout le monde doit se réinterroger, tout le monde doit s'adapter au quotidien, moi aussi, les enseignants aussi. C'est très compliqué pour eux. Donc je crois que moi, ce que je dois faire, c'est leur envoyer un message en disant « je vous fais confiance, c'est vous qui êtes des professionnels pour accompagner tout ceci, mais personne n'est dupe, c'est une année extrêmement difficile et donc vous faites aussi ce que vous pouvez. Et donc mon rôle, c'est aussi de diminuer un peu la pression qui pèse sur leurs épaules, quoi. » Voilà. Et elle est énorme. Ouais. Eh bien, en tout cas, merci Caroline pour toutes ces réponses et tous ces éléments. Je suppose que ça a suscité pas mal de questions et d'interventions dans le public. Donc, je vais vite me connecter pour les découvrir. Alors, je les prends ici. Il y en a fait beaucoup. Alors, il y en a beaucoup et il y en a effectivement qui, en plus de ça, sont très très longues. Donc, c'est toujours le problème d'avoir des longues tirades et des longues interventions. Je ne vais prendre que les questions et pas les observations. Et je proposerai qu'on transmette les observations à Madame la Ministre par la suite. Alors, il y a une première question. Est-ce que la formation au cours de carrière des enseignants passe vraiment par les 2,4 jours de formation par an? Tout ce système ne devrait-il pas être revu? Oui, donc j'ai dit tout à l'heure on est en train on vient de déposer un projet de réforme de la formation en cours de carrière. Donc ça fera partie d'une réflexion vachement plus large. Oui. Effectivement. Donc ici, c'est plus de se dire sur les 2,4 jours. Est-ce qu'on peut réfléchir de manière globale? Est-ce qu'il y a un nombre fixe? Est-ce que finalement tous les enseignants devraient être formés de la même façon, le même nombre d'heures, ou ça évolue avec le temps? Oui, tout n'est pas encore tranché à cet égard. D'ailleurs, la question sur la réforme des rythmes scolaires remet cette question en jeu aussi, parce que il y a des demandes de syndicats de pouvoir prévoir des jours de formation complémentaires. Enfin voilà, c'est pas encore tout ça n'est pas encore tout à fait défini, mais je suis d'accord qu'il y a une vraie réflexion à mener, quoi. Pas juste 2 jours. Ah oui, effectivement, mais c'est toujours compliqué. Les arbitrages, on le sait. Ici, une question qui dit que les finances sont des choix et que la situation actuelle montre clairement que si on veut de l'argent, on le trouve. Et on demande comment est-ce qu'on a trouvé ces moyens pour financer la recherche sur les vaccins, notamment. Est-ce que finalement ça... Je ne sais pas répondre exactement à la question sur le financement de la recherche des vaccins, parce que ça, pour le coup, c'est vraiment pas mon domaine, mais où on trouve l'argent de manière générale, mais on est dans une situation de crise. D'habitude, on a un carcan budgétaire européen très très serré. Ici, vous avez vu que l'Europe a quand même largement changé son fusil d'épaule et a dit il faut investir, en fait, il faut investir dans un plan de relance. Donc on a un petit peu sorti la planche à billets, parce que c'est une façon, c'est comme après une guerre, c'est une façon de reconstruire. Donc voilà, le cadre budgétaire européen a changé. C'était une demande proportionnelle pour l'ensemble des pays, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on donne pour un pays, tous les pays reçoivent, ou c'est une demande interne? Oui, tout à fait. Donc c'est vraiment l'Europe qui a réparti au prorata dans les pays européens. Alors, il y a des questions, toujours évidemment sur le budget. Alors, il y a cette question qui revient souvent, mais c'est une question qui évidemment est compréhensible de la part d'anciens de l'ULB. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas finalement de l'éducation le chantier prioritaire du pays et d'investir massivement? On a vu que dans certains pays, les investissements massifs dans l'enseignement avaient eu des répercussions très bénéfiques sur l'économie. Finalement, qu'est-ce qui coince chez nous?
Donc d'abord, je vous dis que moi je suis entre guillemets une privilégiée, puisque moi, j'ai un budget qui est consacré au pacte, qui a été immunisé, qui est passé à travers tout. Donc il y a vraiment de l'argent qui est investi dans la réforme. Mais au-delà de ça, l'enseignement, vous savez, c'est un budget de 6 milliards sur 11 milliards de budget de Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc c'est beaucoup d'argent. On y consacre beaucoup d'argent. Par nombre d'élèves, on est un des enseignements bien financé. Je sais que c'est toujours grincer des dents quand on dit ça, parce que on voit pas toujours les résultats sur le terrain, notamment au niveau des bâtiments scolaires, etc. Mais donc la question est aussi... On voit venir la question piège qui est la suivante dans ma liste, c'est finalement pourquoi, mais c'est difficile évidemment de poser la question à la ministre de l'Éducation et de tout l'éducation, est-ce que finalement, pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fait d'audit très précis du coût des différents réseaux? Ah oui. Vous savez, le gros du budget de l'enseignement, le gros de mon budget, c'est le salaire des enseignants. Et donc, en fait, on a un enseignement qui est bien financé parce qu'on a un encadrement qui est en réalité très élevé par rapport à plein d'autres pays européens. Donc, voilà, il y a aussi la question de comment les moyens sont utilisés, ça c'est clair. Parce qu'on a beaucoup d'options, mais aussi parce qu'on a une concurrence entre réseaux. Enfin, il y a plein d'explications à ça. On voit assez clair, en fait, sur ça. Et la réforme du pacte doit aussi servir à mieux utiliser les moyens dédiés à l'enseignement, ça c'est clair. Ça amène une autre question, mais qui peut-être finalement qui revient, mais on sait que c'est surtout il y a deux questions qui ici sont liées. Il y a la question de la réforme de la formation initiale des enseignants. On sait que c'est dans les mains de Valérie Glatini, mais finalement c'est quand même le gouvernement qui fera un arbitrage, parce qu'il y a quand même un gros aspect budgétaire derrière la réforme de la formation initiale, donc qui passerait de 3 ans actuellement pour les AESI, donc les agrégés de l'enseignement secondaire inférieur et les instituts primaires, à 4 ans. Est-ce que finalement, pour l'instant, c'est réaliste d'un point de vue budgétaire, cette réforme? C'était tout l'enjeu. Donc, au moment où on a signé l'accord de gouvernement, on a reporté cette réforme d'1 an parce qu'on doit s'assurer qu'elle est soutenable budgétairement. On peut pas faire n'importe quoi. C'est pas parce que ce sera que les répercussions budgétaires ne seront que dans plusieurs années qu'on doit évidemment s'en laver les mains. Donc, on doit faire en sorte que ce soit soutenable budgétairement. Et on est en train de s'accorder là-dessus pour le moment au niveau du gouvernement pour trouver un chemin parce qu'on pense que c'est nécessaire de passer à une formation à 4 ans, parce que jusqu'ici, 3 ans, c'est vraiment trop étriqué, que les enseignants s'en plaignent, disent qu'ils ne sont pas formés aux réalités du métier. Ça suscite un décrochage massif dans les premières années du métier, parce qu'ils se sentent mal préparés, parce qu'on sait que dans tous les autres pays européens, maintenant, la formation minimale, c'est 4 ans, et puis parce qu'il y a trop, en fait, en 3 ans, on ne peut pas faire à la fois des stages et une formation théorique fournie en 3 ans. Et donc, on sait que toutes ces raisons-là sont les bonnes raisons. Maintenant, on doit trouver le chemin, effectivement, pour que ce soit tenable budgétairement. Alors, on va essayer de sortir de la question vraiment purement budgétaire, parce que il y a une question qui est posée, on a déjà abordé cette question-là de comment revaloriser les enseignants. On sait qu'il y en a beaucoup qui abandonnent dès le début. Il y a déjà la piste concrète de stabiliser plus rapidement leur emploi. Est-ce que finalement, cette question de la revalorisation, elle passe par ces aspects purement pratiques, plus de stabilité d'emploi, une augmentation éventuelle de leur traitement, mais est-ce que c'est pas autre chose finalement qu'il faudrait par rapport à la revalorisation du métier? Est-ce que c'est uniquement lié à des conditions pratiques? Je pense qu'il y a un petit peu les deux. Effectivement, si on étudie une année de plus, ça serait assez logique que ce soit lié à un barème un peu plus élevé. Il faut voir évidemment dans quelle mesure pour que ce soit soutenable budgétairement, mais on peut évidemment comprendre que ce soit une demande. En tout cas, ça me paraît évident. Après, je pense qu'il n'y a pas que des logiques salariales là derrière. Être bien dans son métier, ça recouvre bien d'autres réalités. Par exemple, être dans un environnement de travail agréable, être accueilli par des collègues, être soutenu, pouvoir travailler en équipe. Il y a plein d'autres choses et je pense qu'il y a beaucoup de chantiers qui vont contribuer à faire que les conditions de travail des enseignants vont être meilleures. Pour ne prendre que le travail collaboratif, c'est quelque chose qui au départ était un peu nouveau, un peu vu avec méfiance, et on voit que chez les jeunes enseignants en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui est plutôt vu très positivement et qui est apprécié, quoi. Pour donner que cet exemple-là, je pense que les débuts, les premiers pas dans le métier, le fait de pouvoir être accompagné par des enseignants plus expérimentés, etc., ça peut faire la différence aussi.
certainement. Alors, pour sortir peut-être un peu de cette question du statut des enseignants, il y a une réflexion ici qui porte sur la question de la place des langues dans le pacte. L'analyse ici du membre qui nous suit est qu'il n'y a pas une place suffisante et on sait l'enjeu que représentent les langues dans notre société de manière générale. Et il demande si est-ce que là, c'est pas un acte manqué ou quelque chose qu'on a manqué. Je suis assez d'accord, en fait. Je trouve que c'est pas la partie la plus ambitieuse du pacte. Alors, il y a des avancées quand même. Il y a de l'éveil aux langues à partir des maternelles qui est prévu. On va enfin commencer la première langue aussi en Wallonie à partir de la 3e primaire. Et donc, voilà, il y a quand même des avancées, mais c'est pas non plus incroyablement ambitieux. Ce qui est intéressant quand même, c'est que dans le même temps, il y a quand même pas mal de projets, de plus en plus de projets en immersion qui fonctionnent bien. Il commence à y avoir des projets qui sont soutenus d'écoles bilingues, notamment l'ULB, la VUB, ils travaillent. J'ai rencontré ceux qui s'occupent de ce dossier avant la crise Covid. Il y a une école à Franley-en-Vin qui va lancer la double immersion en néerlandais et en anglais. Donc, il y a des belles choses qui se mettent en place. Il commence à y avoir des expériences riches sur le terrain. On voit que ça marche. Je dirais qu'il y a un grand problème, c'est la pénurie de profs de langue et surtout de native speakers. On a des projets formidables en immersion linguistique qui tiennent de manière complètement bancale parce qu'en début d'année, on trouve tout juste le nombre d'enseignants qu'il faut et au moindre congé de maternité, burn-out ou autre, moindre rhume, le projet est par terre parce que quand l'enseignant native speaker qui est co-enseignant dans sa classe n'est pas là, eh ben, le projet s'effondre. Et donc là, on a un vrai problème. Tous les ministres de l'enseignement s'y sont cassés les dents. On a essayé des accords de coopération avec la communauté flamande et tout ça. Il n'y a rien qui a jamais vraiment marché. Et donc voilà, là, il faut prendre son bâton de pèlerin et essayer d'être volontariste. Oui, et créer. Je crois qu'il y a une vraie volonté. C'est quelque chose qui enthousiasme beaucoup les parents, notamment. Il y a beaucoup de demandes. On le voit quand l'ULB et la VUB étaient sortis ensemble, ce projet d'école bilingue à Bruxelles, ça a généré un enthousiasme incroyable. On sait que c'est l'avenir. Donc là-dessus, je pense effectivement qu'on doit être plus ambitieux. Ouais. Alors ici, il y a une question à laquelle tu as déjà répondu, c'était de savoir si les profs pouvaient participer aux concertations sans les corps intermédiaires. 100 000 enseignants, on est bien d'accord que c'est pas possible de mettre tout le monde autour d'une table, mais comme tu as répondu, il y a peut-être des moyens techniques qui permettraient une consultation plus... Tout à fait. Après... ce que je fais aussi énormément, je me suis mis comme discipline vraiment d'aller en visite, en tout cas quand les conditions sanitaires me le permettent, au moins une fois par semaine dans une école. Je prends beaucoup de temps pour discuter avec les équipes pédagogiques. C'était très important aussi pendant la crise sanitaire, notamment sur l'hybridation, sur plein de choses. J'ai beaucoup d'échanges directs avec les enseignants et chaque fois, ça me nourrit énormément. Alors, ça n'a pas vocation de sondage, etc. Ça reste toujours des particularités. Mais voilà, j'essaie de faire de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire, de l'enseignement qualifiant, d'enseignement de transition, des écoles rurales, des écoles de ville. Toutes les réalités de la Fédération Bruxelles, je veux les rencontrer. L'enseignement spécialisé aussi, hein, vraiment. J'ai fait énormément d'écoles d'enseignement spécialisé déjà. C'est chaque fois des rencontres super riches et ce moment d'échange avec les équipes éducatives, croyez bien qu'ils me disent tout ce qu'ils pensent et c'est très très précieux, quoi, vraiment. Donc voilà, c'est une des manières aussi d'aller chercher l'information à la source sur le terrain. Oui, effectivement, et c'est une réalité assez concrète. Une autre question ici qui parle du contenu des programmes et de la réflexion autour des programmes. On sait que, nous dit cette membre, le monde a subi une évolution extraordinaire, mais pas vraiment le contenu des programmes. Est-ce que finalement on ne favorise pas plus dans notre manière d'enseigner l'apprentissage tel quel plutôt que l'aptitude à apprendre ? Alors, donc nous, on n'a pas réfléchi sur les programmes parce que ça, c'est la compétence des réseaux d'enseignement. Mais par contre, il y a un énorme travail qui est pas encore complètement finalisé, mais qui est presque finalisé au niveau des référentiels. La différence, pour ceux qui ne le savent pas, entre les référentiels et les programmes, les référentiels, c'est la question du quoi, ce qu'on apprend, et les programmes, la question plutôt du comment on apprend, les méthodes pédagogiques, etc. Et donc, les référentiels, ils ont été redéfinis par des groupes de travail, année par année, discipline par discipline, aussi parfois en interdisciplinarité. Il y a aussi
il y a eu vraiment beaucoup de chantiers, de groupes de travail en cours là-dessus. Ils ont maintenant fini leur boulot et maintenant ça va arriver au gouvernement et puis au Parlement parce que les référentiels sont approuvés par le Parlement, donc il va encore y avoir du débat là-dessus. Et c'est absolument crucial parce que c'est ça qui va définir le tronc commun. Quand je disais on va redéfinir ce qu'on veut faire dans l'école du XXIe siècle, c'est ça. Mais c'est ça aussi bien en français, en mathématiques, dans le numérique, dans les technologies, dans le parcours d'éducation culturelle et artistique dont je parlais tout à l'heure, mais aussi d'autres domaines plus transversaux comme l'esprit d'entreprendre, etc. Donc il y a vraiment une belle dynamique là-dedans, une belle fraîcheur, c'est très innovant et c'est vraiment, là on est reparti fondamentalement de ce qu'on doit apprendre dans l'école du XXIe siècle. Avec des questions comme le développement durable, l'égalité des genres. Ça me permet justement de rebondir, pas nécessairement sur l'égalité des genres, mais il y a une question qui est ici posée par rapport à l'EVRAS. Donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et on aura la ministre présidente de la COCOF le 4 mars ici pour discuter justement de ce plan, parce qu'on sait qu'à Bruxelles, il y a une enveloppe qui a été débloquée. Est-ce qu'il y a cette ambition-là aussi pour la Fédération Wallonie-Bruxelles ? Tout à fait. Je dirais qu'on a vraiment une fenêtre de tir un peu exceptionnelle parce que justement Barbara Tract qui a la compétence en COCOF, mais il y a aussi Christy Montréal au niveau de la région wallonne. Toutes des femmes nouvellement ministres qui ont envie de faire bouger les choses au niveau de l'EVRAS. On a donc une belle fenêtre de tir parce qu'il y a une vraie volonté politique d'aboutir sur cette législature. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de revoir le protocole sur l'EVRAS pour en faire un accord de coopération, lui donner un peu plus de contenu solide, donc entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et les différentes régions. On a l'ambition de faire un label EVRAS école, parce que vous vous souvenez peut-être que par le passé, il y a eu parfois un petit peu des couacs sur les intervenants dans les écoles au niveau de l'EVRAS. On sait que c'est des sujets qui sont sensibles, qui doivent être menés de manière professionnelle par des gens qui ont la compétence pour le faire, parce qu'on va parler de genre, on va parler d'égalité, on va parler de consentement, on va parler de vie sexuelle, donc ce sont des sujets un petit peu délicats et donc on veut s'assurer que ce soit mené partout et avec des intervenants labellisés, donc de qualité. Donc on est en train de travailler sur tout ça et ça avance plutôt bien. On a vraiment l'ambition que ce soit à la fois dans les écoles, en tout cas pour ce qui me concerne, que les animations EVRAS soient à la fois généralisées, qu'on soit sûr que tous les élèves aient accès à ces animations, mais aussi qu'on ait un contrôle qualité dessus. Alors, il y a une question ici qui est posée sur la taille des classes et finalement sur la question des conditions d'apprentissage dès le début, parce qu'on sait que, et c'est l'observation de cette enseignante, que s'il y a des lacunes qui sont découvertes dès le début et dès le début primaire, mais on pourrait même aller un cran plus loin sur le préscolaire, et que donc on traîne ces lacunes et on a beaucoup de mal à les rattraper. Est-ce qu'il y a une attention particulière, on sait que c'est prévu, mais sur le début du parcours finalement? Alors, je ne vais pas évidemment dire qu'on va dédoubler toutes les classes parce que j'adorerais dire ça, mais c'est simplement infinançable. Donc, je vous ai dit tout à l'heure qu'on est plus ou moins à 6 milliards en termes de coûts de salaire des enseignants. Et donc, vous imaginez, si on doit dédoubler les classes, il faut trouver 6 milliards de plus. Donc, ça, c'est pas possible. Mais par contre, dans le cadre du pacte, j'ai beaucoup parlé des contenus, des référentiels, de ce qu'on va mettre dans le tronc commun. Mais il y a aussi tout le volet sur l'accompagnement personnalisé. Donc, on va avoir tout au long du parcours 2 périodes dans la grille horaire pour faire de l'accompagnement personnalisé. Ça veut dire un temps où on va pouvoir faire des demi-groupes classes, travailler la remédiation ou le dépassement, mais en plus petits groupes, de manière beaucoup plus, on va travailler la différenciation, beaucoup plus individualisée. On est en train depuis déjà, maintenant c'est la 2e année, d'identifier en fait les pratiques pédagogiques qui portent des résultats en la matière. Ça a été supervisé par différentes universités dans des écoles pilotes en primaire et en secondaire. Maintenant, on est en train d'essayer de faire émerger les bonnes pratiques pour être prêt en 2022 au moment où on va faire entrer en vigueur le tronc commun en première et 2e primaire. Donc, il y aura à la fois les nouveaux contenus et à la fois ces nouvelles pratiques de différenciation des apprentissages. Et ça, je pense que, moi, j'y crois beaucoup parce que on sait que l'échec scolaire, le redoublement, c'est un peu un des mots de notre enseignement. On y recourt beaucoup trop. Alors que, ça commence dès le début. Et si on pouvait remédier aux difficultés d'apprentissage
au moment où elles se posent et qu'on les laisse pas s'accumuler, on aurait sans doute de bien meilleurs résultats. À côté de l'accompagnement personnalisé, il y a toute une série d'autres dispositifs comme les aménagements raisonnables pour les élèves à besoins spécifiques, comme les dispositifs d'ASPAFLA pour les élèves qui maîtrisent pas la langue d'enseignement. Donc il y a beaucoup de choses qui vont venir aussi aider l'enseignant face à sa classe, parce que faut mesurer aussi, je vous ai dit que je visitais beaucoup d'écoles sur le terrain, mais il faut mesurer aussi les enjeux, même pour les instituteurs primaires, quoi. Dans leur classe, ils ont énormément d'enfants qui sont diagnostiqués, qui ont des troubles d'apprentissage, qui ont parfois des difficultés avec la langue d'enseignement, et donc ils sont face à une diversité d'enjeux. C'est pas non plus des hommes orchestres, quoi. Ils savent pas, voilà, toujours répondre à tout, et donc je crois beaucoup dans ces dispositifs de différenciation. Je me permets d'étayer, si je peux. Bien sûr, oui. Par rapport justement à la question de l'enjeu vraiment et du souhait important des parents, cette différenciation, parce que souvent les parents, je pense, ont une attitude par rapport à l'école d'espérer vraiment que ce soit individualisé au maximum. Par rapport à ce qui est dit ici, dans la pratique, comment un enseignant en fait peut arriver à faire cette différenciation si on maintient ces normes, parce que je pense que ces normes sont viables. C'est pas, on le voit, il y a des études qui le prouvent. C'est pas spécifiquement non plus parce qu'une classe est plus réduite qu'on arrive davantage à intégrer une notion pédagogique, mais comment on arrive justement à maintenir un équilibre par rapport à cette importance peut-être que même maintenant les parents, c'est peut-être un phénomène plus récent, qui avait peut-être moins à l'époque, à savoir des parents qui investissent vraiment le champ de l'enseignement, qui sont au contact des enseignants. On peut retrouver les adresses email des enseignants sur les sites maintenant, et donc ils sont vraiment en contact. Comment on garde cet équilibre en tant que ministre de l'Éducation ? Ben, c'est pas évident, parce que moi je crois que pour que cette relation fonctionne, il faut évidemment, il faut ce triangle. Il faut l'application de la famille, il faut l'école, il faut l'élève. Sans ça, ça marche pas évidemment. Mais à la fois, les parents doivent pas se substituer aux enseignants, et chacun doit rester à sa place, je pense. C'est pas évident toujours. C'est vrai, cette frontière, parce que tout le monde a accès à tout, et donc voilà, c'est pas toujours simple. À la fois, je vous disais aussi tout à l'heure que on a fait des progrès en termes de pédagogie, on a fait des progrès en termes de diagnostic sur certains troubles d'apprentissage, et donc c'est vrai que les parents sont du coup aussi beaucoup plus demandeurs vis-à-vis de l'école, qu'on s'adapte à l'enfant, ce qui est très bien. On a voté le décret aménagement raisonnable, donc on a un peu inversé le paradigme. Aujourd'hui, c'est l'école qui doit s'adapter à tout. C'est pas toujours évident, parce que les enseignants ont très peu de formation en formation initiale, parfois un demi-jour si tout va bien dans leur parcours, et ils doivent gérer après dans leur classe un enfant dyslexique, un dyscalculique, un TDAH. C'est ça la réalité aujourd'hui. Et donc on doit à la fois booster la formation continue en la matière. Il y a de plus en plus de formations aussi. On doit revoir la formation initiale là-dessus. Et je le disais tout à l'heure, on commence à bien identifier certaines pratiques pédagogiques qui permettent aux enseignants d'être efficaces en matière de différenciation. Donc évidemment, un enseignant ne peut pas se diviser en 24 et offrir un enseignement individualisé à chaque enfant, c'est pas ça. Mais d'avoir des moments où il peut remédier, parfois avec en plus un collègue par exemple, prendre le temps de cette différenciation par moment. Je pense que c'est très très important. Eh bien, merci Caroline Désir, et merci Anthony Spiguelière pour cette rencontre. Je pense que le fait de savoir qu'il y a beaucoup de travail, mais que il y a une véritable ambition, et que ce qu'on cherche tous finalement, c'est à réinsuffler cette motivation au niveau de l'enseignement, mais finalement au niveau de la société tout entière. Merci, on sait que ton agenda est chargé, mais je pense que c'était une rencontre enrichissante et qui aura pu éclairer bien des points. Désolé pour les membres qui ont posé des questions, mais le timing fait qu'on ne peut pas prendre tout, et nous ne manquerons pas de transmettre tout ça à la ministre. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, et par ailleurs je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine rencontre de l'UAE, qui aura lieu donc le jeudi 4 mars avec Barbara Tract, ministre-présidente de la COCOF, justement sur le thème de l'EVRAS dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et le 10 mars aura lieu une rencontre avec Muriel Moser, donc qui est professeure ici à l'Université libre de Bruxelles, autour de son livre La vaccination, fondements biologiques et enjeux sociétaux, un enjeu évidemment d'actualité pour la société en général. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, et à bientôt.